La réflexion que j'ai faite hier a tellement rempli mon esprit de doute que je ne peux plus les ignorer. Pourtant, je ne vois pas comment je pourrais les résoudre. C'est comme si je tombais soudainement dans une eau très profonde. Je suis tellement surpris que je ne peux ni prendre pied, ni nager pour me maintenir à la surface. Je vais malgré tout faire un effort et reprendre le chemin que j'ai commencé hier. M'éloigner de tout ce qui peut me faire douter, même légèrement, comme si je savais que c'était absolument faux. Je continuerai ainsi jusqu'à ce que je trouve quelque chose de certain, ou du moins, si je n'y arrive pas, jusqu'à ce que j'aie au moins une certitude qu'il n'y a rien de certain dans le monde. Archimède, pour déplacer le globe terrestre, ne demandait qu'un point fixe et solide. De même, j'ai le droit d'avoir de grandes espérances si j'ai la chance de trouver seulement une chose qui soit certaine et indiscutable. Je pars donc du principe que tout ce que je vois est faux. Je me persuade que rien de ce que ma mémoire, remplie de mensonges, me montre n'a jamais existé. Je suppose que je n'ai aucun sens. Je crois que le corps, la forme, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que les inventions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui peut être considéré comme vrai? Peut-être rien d'autre que l'idée qu'il n'y a rien de certain au monde. Mais peut-être qu'il existe autre chose, différente de ce que je viens de juger incertain, et dont on ne peut absolument pas douter. Y a-t-il un Dieu ou une autre puissance qui me met ces pensées dans l'esprit? Ce n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les créer moi-même. Mais donc au moins n'existe-t-il pas? Mais j'ai déjà nié avoir un corps ou des sens. J'hésite, mais qu'est-ce que cela implique? Suis-je tellement lié au corps et au sens que je ne peux exister sans eux? Pourtant, je me suis persuadée que rien n'existait dans le monde, ni ciel, ni terre, ni esprit, ni corps. Est-ce que je me suis donc persuadée que je n'existais pas non plus? Non, bien sûr, j'existais sans aucun doute, si je me suis persuadée de quelque chose ou si j'ai seulement pensé à quelque chose. Mais il existe, je ne sais comment, un trompeur très puissant et très rusé qui utilise toutes ces ruses pour me tromper constamment. Alors il n'y a aucun doute que j'existe, s'il me trompe. Et même s'il me trompe tant qu'il veut, il ne pourra jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque chose. Après avoir bien réfléchi et examiné toute chose avec soin, il faut donc conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie chaque fois que je la prononce ou que je la conçois dans mon esprit. Mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain d'exister. Je dois donc faire très attention à ne pas me tromper en prenant une autre chose pour moi. Je dois préserver cette connaissance que je considère comme plus certaine et plus évidente que toutes celles que j'avais auparavant. Je vais donc reconsidérer ce que je croyais être avant ces dernières réflexions. Parmi mes anciennes opinions, je vais retirer tout ce qui peut être remis en question par les arguments que j'ai avancés, de manière à ce qu'il ne reste absolument rien d'indubitable. Qu'est-ce que je croyais être autrefois? Sans hésiter, j'ai pensé être un homme. Mais qu'est-ce qu'un homme? Vais-je dire que c'est un animal doué de raison? Non, car il faudrait alors chercher ce qu'est un animal et ce qu'est la raison, et ainsi une seule question nous mènerait à une infinité d'autres, plus difficiles et complexes. Je ne veux pas perdre le peu de temps qu'il me reste à démêler de telles subtilités. Je vais plutôt me concentrer sur les pensées qui me venaient spontanément à l'esprit, inspirées uniquement par ma nature lorsque je réfléchissais à mon être. Je me considérais d'abord comme ayant un visage, des mains, des bras, et toute cette machine composée d'os et de chair, semblable à un cadavre que j'appelais le corps. Je considérais aussi
que je me nourrissais, marchais, sentais et pensais, et je rapportais toutes ces actions à l'âme. Mais je ne m'arrêtais pas à définir l'âme, ou alors je l'imaginais comme quelque chose d'extrêmement léger et subtil, comme un vent, une flamme ou un air très fin, dispersé dans mes parties plus grossières. Quant au corps, je ne doutais absolument pas de sa nature, que je pensais connaître très distinctement. Si j'avais voulu l'expliquer selon mes notions, je l'aurais décrit ainsi. Par le corps, j'entends tout ce qui peut être délimité par une forme, qui peut être contenu dans un lieu et remplir un espace de telle sorte que tout autre corps en soit exclu, qui peut être perçu par le toucher, la vue, l'ouïe, le goût ou l'odorat, qui peut être déplacé de plusieurs manières, non par lui-même, mais par quelque chose d'extérieur qui le touche et dont il reçoit l'impulsion. Je ne croyais pas du tout qu'il fallait attribuer la capacité de se mouvoir, de sentir et de penser à la nature corporelle. Au contraire, j'étais plutôt étonnée que de telles facultés se rencontrent dans certains corps. Mais moi, qui suis-je maintenant que je suppose qu'il y a quelqu'un d'extrêmement puissant et, si j'ose dire, malveillant et rusé, qui utilise toutes ses forces pour me tromper? Puis-je être certain de posséder la moindre des choses que j'ai attribuées précédemment au corps? J'arrête pour y réfléchir, je repasse toutes ces choses dans mon esprit, et je n'en trouve aucune que je puisse dire être en moi. Il n'est pas nécessaire de les énumérer. Passons donc aux attributs de l'âme, et voyons s'il y en a quelques-uns qui sont en moi. Les premiers sont se nourrir et marcher. Mais si je n'ai pas de corps, il est aussi vrai que je ne peux ni marcher ni me nourrir. Un autre est sentir, mais on ne peut pas non plus sentir sans un corps. De plus, j'ai cru sentir beaucoup de choses pendant mon sommeil que j'ai reconnu à mon réveil n'avoir pas senti en réalité. Un autre attribut est penser, et je trouve ici que la pensée est un attribut qui m'appartient. Elle seule ne peut être séparée de moi. J'existe, cela est certain. Mais pour combien de temps? Autant de temps que je pense, car peut-être que si j'arrêtais de penser, j'arrêterais en même temps d'être ou d'exister. Je n'admets maintenant rien qui ne soit pas nécessairement vrai. Je ne suis donc, pour être précis, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison. J'ai dit que j'étais une chose vraie, réellement existante, mais quelle chose? Une chose qui pense. Et quoi d'autre? Je vais stimuler mon imagination pour chercher si je ne suis pas quelque chose de plus. Je ne suis pas cet assemblage de membres appelé corps humain. Je ne suis pas un air fin et pénétrant dispersé dans ses membres. Je ne suis pas un vent, un souffle, une vapeur, ni rien de ce que je peux imaginer, puisque j'ai supposé que tout cela n'était rien, et que, sans changer cette supposition, je trouve que je suis quand même certain d'être quelque chose. Mais peut-être que ces choses mêmes dont je suppose qu'elles n'existent pas parce qu'elles me sont inconnues ne sont pas différentes de moi, que je connais. Je n'en sais rien. Je ne discuterai pas de ça maintenant. Je ne peux juger que des choses que je connais. J'ai reconnu que j'existais et je cherche ce que je suis, moi qui ai reconnu exister. Or, il est très certain que cette notion et cette connaissance de moi-même, prises précisément ainsi, ne dépendent pas des choses dont l'existence m'est encore inconnue, et encore moins, par conséquent, d'aucune de celles qui sont inventées par l'imagination. D'ailleurs, les termes inventer et imaginer m'alertent sur mon erreur, car j'inventerais si j'imaginais être quelque chose, puisqu'imaginer n'est rien d'autre que regarder la figure ou l'image d'une chose corporelle. Or, je sais déjà avec certitude que j'existe, et qu'il est possible que toutes ces images et toutes les choses liées à la nature du corps ne soient que des rêves ou des illusions. Il serait donc aussi absurde de dire « je vais utiliser mon imagination pour savoir plus clairement qui je suis » que de dire
Je suis réveillé et je perçois quelque chose de réel, mais parce que je ne le vois pas encore très bien, je vais m'endormir exprès pour que mes rêves me le montrent avec plus de vérité. Ainsi, je reconnais pour sûr que rien de ce que je peux comprendre par l'imagination n'appartient à cette connaissance que j'ai de moi-même. Il est donc nécessaire de détourner son esprit de cette manière de concevoir pour qu'il puisse reconnaître clairement sa propre nature. Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. C'est déjà beaucoup si toutes ces choses font partie de ma nature. Pourquoi n'en ferait-elle pas partie? Ne suis-je pas le même qui doute de presque tout, qui comprend et qui conçoit certaines choses, qui affirme que seules celles-là sont vraies, qui nie toutes les autres, qui veut et désire en savoir davantage, qui ne veut pas être trompé, qui imagine beaucoup de choses, parfois même malgré moi, et qui en sent aussi beaucoup, comme par l'intermédiaire des organes du corps. Y a-t-il quelque chose dans tout cela qui ne soit pas aussi vrai qu'il est certain que j'existe, même si je dormais tout le temps et que celui qui m'a créé utilisait toutes ses forces pour m'abuser? Y a-t-il aussi un seul de ces attributs qui puisse être séparé de ma pensée ou de moi-même? Il est évident que c'est moi qui doute, qui comprends et qui désire. J'ai aussi certainement le pouvoir d'imaginer, car même si les choses que j'imagine ne sont pas vraies, ce pouvoir d'imaginer existe réellement en moi et fait partie de ma pensée. Enfin, je suis celui qui sent, c'est-à-dire qui reçoit et perçoit les choses par les organes des sens, puisque je vois la lumière, j'entends le bruit, je ressens la chaleur. On me dira peut-être que ces apparences sont fausses et que je dors. Pas de problème. Néanmoins, il est très certain qu'il me semble que je vois, que j'entends et que je me chauffe. Et c'est cela précisément qui en moi s'appelle sentir. Et compris comme ça, ce n'est rien d'autre que penser. C'est à partir de là que je commence à comprendre qui je suis avec un peu plus de clarté qu'avant. Je ne peux m'empêcher de croire que les choses corporelles, dont mon esprit se fait des images et qui tombent sous mes sens, sont connues plus clairement que cette partie de moi-même que l'imagination ne peut saisir. C'est étrange, les choses que je trouve douteuses et lointaines me sont plus faciles à connaître que celles qui sont vraies et certaines et qui appartiennent à ma propre nature. Mais je vois ce qui se passe. Mon esprit aime s'égarer et n'arrive pas encore à se maintenir dans les limites de la vérité. Lâchons-lui la bride une fois de plus pour pouvoir ensuite le guider plus facilement. Commençons par examiner les choses les plus courantes, celles que nous croyons comprendre le plus clairement, les corps que nous touchons et voyons. Je ne parle pas des corps en général, car ces notions générales sont souvent confuses, mais d'un corps en particulier. Prenons l'exemple de ce morceau de cire qui vient d'être retiré de la ruche. Il a encore une odeur de miel, sa couleur, sa forme et sa taille sont évidentes. Il est dur, il est froid, on peut le toucher, et si on le frappe, il émet un son. Tout ce qui permet de connaître clairement un corps se trouve dans ce morceau. Mais voilà que, pendant que je parle, on l'approche du feu. Son goût s'évapore, l'odeur disparaît, sa couleur change, sa forme se perd, sa taille augmente, il devient liquide, il chauffe, on peut à peine le toucher, et si on le frappe, il ne rend plus aucun son. Est-ce que c'est toujours la même cire après ce changement? Il faut admettre que oui, personne ne peut le nier. Alors qu'est-ce qu'on connaissait avec tant de clarté dans ce morceau de cire? Certainement pas tout ce que j'ai perçu par les sens, puisque toutes les qualités, goût, odeur, vue, toucher, ouïe, ont changé, et pourtant la cire reste la même. Peut-être était-ce que je pense maintenant, que la cire n'était ni cette douceur, ni cette odeur, ni cette couleur, ni cette forme, ni ce son, mais seulement un corps qui, un peu plus tôt, me paraissait sous ces formes et qui se présente maintenant sous d'autres.
Mais qu'est-ce très exactement que j'imagine quand je la conçois de cette manière? Réfléchissons attentivement et retirons tout ce qui n'appartient pas à la cire. Que reste-t-il? Il ne reste rien d'autre que quelque chose d'étendu, de flexible et de modifiable. Or, qu'est-ce que flexible et modifiable? Est-ce que j'imagine que cette cire ronde peut devenir carrée, puis triangulaire? Non, car je la conçois capable de recevoir une infinité de changements de forme, et je ne peux pas parcourir cette infinité par mon imagination. Par conséquent, ma conception de la cire ne se fait pas par la faculté d'imaginer. Qu'est-ce maintenant que cette étendue? N'est-elle pas tout aussi inconnue puisqu'elle augmente quand la cire fond et devient encore plus grande quand elle est totalement liquide ou quand la chaleur augmente encore? Et je ne comprendrais pas clairement et véritablement ce qu'est la cire si je ne pensais pas qu'elle est capable de recevoir plus de variations d'étendue que je n'en ai jamais imaginé. Je dois donc accepter que je ne peux même pas concevoir ce qu'est cette cire par l'imagination, et qu'il n'y a que mon entendement seul qui la conçoive. Je parle de ce morceau de cire en particulier. Pour la cire en général, c'est encore plus évident. Alors, quelle est cette cire qui ne peut être comprise que par l'entendement ou l'esprit? C'est la même que je vois, que je touche, que j'imagine, et celle que je connaissais dès le début. Mais ce qu'il faut noter, c'est que sa perception, ou l'action par laquelle on la comprend, n'est ni une vision, ni un toucher, ni une imagination, même si cela en avait l'air avant, mais seulement une inspection de l'esprit. Cette inspection peut être imparfaite et confuse, comme au début, ou claire et distincte, comme maintenant, selon l'attention que je porte aux choses qui la composent. Je ne peux cependant m'empêcher d'être étonné par la faiblesse de mon esprit, qui a tendance à tomber dans l'erreur. Même si je pense à tout cela en moi-même, les mots du langage courant m'arrêtent. Nous disons que nous voyons la même cire et non que nous jugeons que c'est la même, à cause de sa couleur et de sa forme. À cause de cela, je serais tenté de conclure qu'on connaît la cire par la vision des yeux et non par l'inspection de l'esprit. Prenons un exemple. Je regarde par une fenêtre des gens qui passent. Je dis que je vois des hommes, tout comme je dis que je vois de la cire. Pourtant, que vois-je, sinon des chapeaux et des manteaux qui pourraient cacher des automates? C'est par un acte de jugement qui réside dans mon esprit que je comprends que ce sont des vrais hommes, ce que je croyais voir de mes yeux. Un homme qui essaye d'élever sa connaissance au-delà du commun devrait avoir honte de tirer des occasions de douter des expressions du langage ordinaire. Je préfère aller plus loin et me demander si je concevais la cire de manière plus évidente quand je l'ai perçue par les sens ou par l'imagination, ou si je la conçois mieux maintenant, après avoir examiné plus précisément ce qu'elle est. Il serait ridicule d'en douter, car qu'y avait-il de clair dans cette première perception que même le moindre des animaux ne pourrait pas percevoir? Mais quand je sépare la cire de ses formes extérieures et que je la considère toute nue, il est certain que, même s'il peut y avoir une erreur dans mon jugement, je ne peux la concevoir ainsi sans un esprit humain. Mais que dirais-je de cet esprit, c'est-à-dire de moi-même? Car jusqu'ici, je n'admets en moi rien d'autre qu'un esprit. Que puis-je dire de moi qui semble concevoir ce morceau de cire avec tant de clarté? Est-ce que je ne me connais pas moi-même, non seulement avec plus de vérité et de certitude, mais aussi avec beaucoup plus de clarté? Car si je juge que la cire existe parce que je la vois, il s'ensuit encore plus clairement que j'existe moi-même parce que je la vois. Il s'ensuit encore plus clairement que j'existe moi-même parce que je la vois. Il se peut que ce que je vois ne soit pas réellement de la cire. Il se peut aussi que je n'ai même pas Dieu pour voir. Mais il est absolument impossible que lorsque je vois, ou ce que je ne distingue plus, lorsque je pense voir, que moi qui pense ne soit pas quelque chose.
De même, si je juge que la cire existe parce que je la touche, il s'ensuivra encore la même chose, à savoir que j'existe. Et ce que j'ai remarqué ici, à propos de la cire, s'applique à toutes les autres choses extérieures à moi. Finalement, me voici revenu là où je voulais. Puisque je sais maintenant qu'à proprement parler, nous ne concevons les corps que par la faculté de comprendre qui est en nous, et non par l'imagination ou les sens, et que nous les connaissons non pas parce que nous les voyons ou les touchons, mais seulement parce que nous les concevons par la pensée, je comprends clairement qu'il n'y a rien qui me soit plus facile à connaître que mon esprit. Mais parce qu'il est presque impossible d'abandonner si vite une ancienne opinion, je vais m'arrêter un peu ici, pour que cette nouvelle connaissance s'imprime plus profondément dans ma mémoire par la longueur de ma réflexion.